tout d'abord un petit point rapide pour vous présenter la collaboration qui existe entre l'ARS et la Fredon. Notre point commun, c'est la lutte contre les espèces à enjeux sanitaires. Et on se retrouve régulièrement désormais pour parler de plusieurs espèces qui arrivent ou qui sont en phase d'arriver sur le territoire normand ces derniers temps. Entre autres, moustiques tigres, ambroisie et chenilles urticantes. Donc on va s'attarder aujourd'hui sur les chenilles urticantes, mais on est à votre écoute hein, si vous reste des questions après par la suite pour tout ce qui concerne moustiques tigres, ambroisie et le reste. Alors, rapidement, par rapport au déroulé de notre intervention, donc on va essayer de vous présenter un petit peu le cycle et puis le mode de développement des principales espèces de chenilles urticantes qui sont présentes dans la région. Donc la chenille processionnaire du chêne, avec le focus particulier aujourd'hui, la chenille processionnaire du pin, parce que, comme dit M. Vattier tout à l'heure, on n'est pas à l'abri. Et puis le Bombyx cubrun qui est la troisième espèce en Normandie de chenilles urticantes. Donc on verra pour toutes ces espèces reconnaissance et biologie, origine et progression en France, ensuite impact et risque sanitaire. Après je laisserai la parole à Mathieu pour ce qui concerne la lutte, les évolutions de la réglementation, quels moyens de lutte on a. Et on terminera avec les bonnes pratiques, les modalités de signalement et puis ressources documentaires et contacts. Ce que je vous propose, c'est de peut-être noter vos questions au fur et à mesure et puis qu'on fasse un point à la fin avec tout ce qui a pu vous poser question ou pour lesquels vous n'avez pas trouvé de réponse dans la présentation. Alors, un petit point sur la reconnaissance. Donc, la chenille processionnaire du chêne. Les chenilles ne sont pas forcément des chenilles caractéristiques. Alors, évidemment, elles sont poilues, mais ce n'est pas ces poils-là qui sont urticants. Les poils urticants, c'est des toutes petites micro-soies, comme le disait M. Vattier tout à l'heure, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et qui sont extrêmement volatiles, et c'est ça, justement, qui pose problème. La chenille processionnaire du pin, la caractéristique, c'est quand on la voit dans les nids, en bout de branche, l'espèce de petites toiles d'araignée, les petits cocons blancs situés dans le bout des branches des pins. La chenille processionnaire du chêne, vous avez vu, on peut facilement passer à côté. Hein, quand elles sont localisées sous les charpentières, c'est vraiment suffisamment discret pour qu'on passe dessous sans s'en apercevoir. Le Bombyx cubrun, lui, il n'est pas inféodé à une espèce particulière végétale. Par contre, la chenille est caractéristique avec ses deux petits points orange et c'est assez facile à reconnaître. Alors, des espèces de chenilles, forcément, il y en a plein. Elles sont presque pas urticantes, enfin à part ces trois-là, clairement, il y en a pas. Mais dès l'instant où on commence à parler un petit peu de chenilles urticantes, et ben, ça fait réagir la population. Et nous, on le voit, l'ARS sûrement aussi. Voilà, le téléphone chauffe en ce moment et les gens sont en panique sans arrêt. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accentuer la communication pour justement aussi faire retomber la pression, parce que c'est qu'on dit toujours, les gens qui sont en panique, c'est des gens qui perdent leurs moyens et c'est des gens qui seraient prêts à faire n'importe quoi pour trouver des solutions. C'est pas ça. Et donc, voilà, l'accompagnement, développer l'accompagnement vers tous ces riverains qui sont en recherche de solutions. Alors, on va partir sur la processionnaire du chêne. Donc, le cycle du papillon. Alors, là, je vous ai mis les photos qui sont directement extraites du petit document qui avait été fait par l'INRAE, qui est un petit document qui est très très bien fait. Donc, on ne s'amuse pas à refaire des choses alors qu'il y a des choses qui existent déjà. Hein, on pioche les éléments là où ils sont. Phase adulte, alors les papillons de chenille processionnaire du pin et du chêne sont des papillons de nuit. D'où le nichoir à chauve-souris, enfin les gîtes à chauve-souris, puisque justement les chauves-souris sont les prédateurs de papillons de nuit, en l'occurrence. Donc papillon de nuit assez discret, 30 mm d'envergure, qui émerge durant l'été, mi-juillet à fin août. La femelle dépose une ponte unique qui contient à peu près une centaine d'œufs sur les rameaux, directement sur les rameaux des chênes. Donc les pontes, on les a juste à côté, les photos d'à côté. Et les futures chenilles, en tout cas, passent l'hiver sous forme de ponte. Donc elles sont complètement protégées et elles sont en latence comme ça d'attendre le printemps, d'attendre le débourrement.
L'éclosion de ces œufs arrive très très tôt au moment du débourrement des chênes, c'est vraiment concomitant. Et puis les chenilles commencent à se développer à ce moment-là. 5 stades de développement et elles commencent à devenir urticantes à partir du 3e stade. Donc là, je ne vais pas redire tout ce qu'on a déjà vu, la forte mobilité entre le moment où elles éclosent et le moment où elles se déplacent sur toutes les branches pour aller s'alimenter. Et puis tous ces petits amas qu'on voit, soit au niveau des charpentières, soit au niveau des intersections de branches, soit directement le long des troncs. Au niveau du stade 6 du développement des chenilles, elles entrent en chrysalide pour justement se retransformer en papillon et puis boucler le cycle. Et là, on est sur des périodes plutôt début juillet. Le moment où elles deviennent urticantes, c'est maintenant où les gens sont dehors et forcément c'est maintenant où ça pose des problèmes sanitaires. Donc là, un petit focus sur les adultes avec un peu plus de photos plus près. Là, on est sur 40 mm de longueur, gris clair avec une bande dorsale noire. Les papillons de nuit ne sont pas forcément des papillons qu'on reconnaît facilement puisqu'ils n'ont pas d'attrait coloré comme les papillons de jour. Ils n'ont pas à avoir cet attrait-là. Donc voilà, les chenilles n'ont pas forcément particulières non plus. Quand on sait, quand on les trouve sur les chênes, forcément, on sait que c'est celle-là. Sorti du contexte, c'est pas forcément évident de les reconnaître quand on n'y connaît pas plus que ça. Donc là, je vous ai remis le cycle avec le déroulement de l'année. Alors l'éclosion arrive à peu près au mois de mars, en fonction de la saison, en fonction du débourrement des chênes. On travaille avec du vivant, donc forcément on est intimement lié à la météo et au développement. Donc des fois on n'est pas à quelques jours près. Les 5 stades du développement de la chenille, comme je vous le disais tout de suite, avec les photos qui correspondent. Donc tout l'hiver c'est les pontes, après c'est les chenilles. La nymphose, alors là c'est entre juin et juillet. Donc le moment où elles se transforment en chrysalide pour finir leur cycle. La période de vol, reproduction et ponte est assez courte. On est sur 1 mois maximum. Et puis une fois que les adultes se sont reproduits et ont pondu, ils meurent. Et après on rentame le cycle de l'année sous forme de ponte. En termes de répartition, c'est des chenilles qui sont autochtones, hein. Elles ne sont pas exotiques comme un tas d'espèces qui commencent à nous gêner un petit peu au niveau sanitaire. Elles sont originaires de l'Europe de l'Ouest, d'Europe centrale. Elles arrivent, en tout cas pour chez nous, par l'Est de la France. Et elles sont naturellement présentes dans plein de régions, notamment dans l'Est. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a encore pas très longtemps, c'était un phénomène qui était un peu cyclique, c'est-à-dire qu'on était très embêté une année, voire éventuellement 2, et puis ça s'éteignait tout naturellement, et les années d'après on était 2, 3 ans, 4 ans, tranquille, en tout cas ça n'avait pas d'impact sanitaire, et puis ça revenait, donc c'était vraiment des pics de pullulation. C'est plus vraiment le cas aujourd'hui, voire plus du tout le cas aujourd'hui. Une fois qu'on a des chenilles qui sont installées, c'est très compliqué et c'est permanent. Donc en Normandie, on voit l'aire de répartition s'étendre petit à petit. Aujourd'hui, elle est très répandue en Seine-Maritime, dans l'Eure, ça commence dans le Calvados, et on voit vraiment qu'elle arrive de l'Est, puisque dans la Manche et dans l'Orne, ce sont des départements qui sont encore assez épargnés. On vous présentera tout à l'heure une carte de répartition de Normandie plus détaillée. Alors, la chenille processionnaire du pin. La photo est un petit peu jaune fluo. Elle est en réalité beaucoup moins fluo que celle-là. Il faut vraiment plus se baser sur les photos où on voit les photos du bas. Donc la tête noire, corps dominant brun noirâtre, 3-4 cm de longueur pour la chenille en fin de développement. Là aussi, on est sur des papillons nocturnes, donc le papillon n'est pas forcément caractéristique avec des belles couleurs comme on peut attendre de papillons de jour. Donc comme son nom l'indique, elle se développe de préférence sur toutes les espèces de pins. Il n'y a pas forcément une espèce en particulier, hein. Pin, cèdre, douglas.
Et c'est assez caractéristique quand on voit ces espèces de petits cocons soyeux là, qui sont bien sûr pleins de poils urticants, même après le départ des chenilles, qui restent vraiment gorgés de tous ces micro-poils, avec un fort caractère urticant. On en vient directement au cycle. La particularité de la chenille processionnaire du pin, par rapport à celle du chêne, c'est qu'elle a besoin de s'enterrer pour finir son développement, pour finir son cycle. Donc on part à ce moment-là où on est là, au printemps. On est déjà, entre guillemets, à l'abri, en tout cas pour le volet sanitaire, puisque les chenilles sont déjà enterrées à cette période. Et donc on voit dans le sol ces petites chrysalides-là qui vont finir leur développement. Bientôt en été, donc les papillons, enfin les chrysalides vont éclore, les papillons vont sortir de la terre. Je vous ai mis là 2 photos d'adultes, hein, vous voyez des papillons assez communs, gris, noirs, enfin un peu marron foncé. Ça va être la même chose, donc reproduction, ponte. Là les papillons pondent directement sur les aiguilles de pin. On a la petite photo là qui symbolise justement les pontes sur les aiguilles. Les chenilles du pin ne restent pas tout l'hiver sous forme d'œufs, mais elles éclosent dès l'automne. Et elles commencent à consommer les aiguilles de pin dès l'automne, à construire leur prénit dans le bout des branches. Donc les chenilles sont toutes petites forcément, hein, donc le nid est en rapport, la taille du nid est en rapport avec la taille de la chenille. Et elles commencent leur développement. Le stade 1 est vraiment caractéristique de ces chenilles-là, avec la grosse tête noire qu'on voit et le corps tout fin derrière. Alors, plusieurs stades de développement, donc on part de l'automne, hein, comme la chenille du chêne. 5 stades, et elles deviennent aussi urticantes à partir du 3e stade de développement. Elles vont descendre, parce que forcément elles vont descendre. Donc là, on est sur le stade 5 pour justement boucler leur cycle. Et là, elles entament leur procession vers la Terre. Ça nous ouvre l'opportunité d'une méthode de lutte supplémentaire, celle dont vous parliez tout à l'heure avec les collerettes, parce qu'à ce moment-là, on peut réussir à les attraper sans générer chez elles de stress, puisque c'est forcément quand elles se sentent attaquées qu'elles libèrent ces micro-poils et qu'elles deviennent gênantes. Donc elles vont descendre petit à petit dans les collerettes et se faire capturer comme ça, sans exposer non plus les intervenants. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez posé la collerette, vous posez les collerettes bien sûr avant qu'elles aient commencé à descendre, et vous risquez rien en tant qu'humain. Il n'y a pas de danger, vous ne vous exposez pas en tout cas à ces micro-poils urticants. Et donc elles finissent leur cycle comme ça dans la terre, et puis on recommence avec les papillons. La chenille processionnaire du pin, elle monte du sud de la France. Elle est connue depuis longtemps, et là-bas aussi, ils ont, un peu comme ici, ils ont un peu tout testé en termes de méthode de lutte. Je suis obligée de vous dire ça, ils ont appris à vivre avec. Donc, c'est pas forcément rassurant, mais en tout cas, il faut développer ça. C'était aussi ce phénomène cyclique de pullulation de population par moment. C'est plus le cas aujourd'hui non plus, hein. On est sur des populations qui sont présentes et qui tous les ans posent des problèmes sanitaires. Là c'est l'inverse en ce qui concerne la colonisation de la Normandie, c'est-à-dire que ça vient plutôt du sud, et donc ça remonte par la Bretagne et par le sud de l'Orne. La carte n'est pas à jour. C'est une carte de l'INRA, mais celle qu'on va vous présenter sur la Normandie, vous verrez très bien le développement. Elle est arrivée clairement dans le milieu de la Manche, hein, et elle longe la côte, puisque forcément elle a besoin de pins, donc les pins sont situés en général sur la côte. Dans l'Orne, elle est quasiment présente en entier dans le département, et on voit quelques foyers arriver dans le Calvados. Peu de signalements pour l'instant en Seine-Maritime et dans l'Eure. Mais je pense que vous en avez assez avec le chêne, donc voilà, chacun son fardeau. Un dernier petit point sur la 3e espèce de chenille urticante présente en Normandie, donc le Bombyx cubrhin. Alors là, on est pareil, hein, sur le même cycle, une génération par an, avec le cycle de développement quasi identique.
Le vol et les pontes des adultes se situent forcément fin juin, début juillet, hein, en été. On est aussi sur du papillon nocturne, donc lui il est tout blanc par rapport aux deux autres, et avec la particularité d'avoir l'extrémité de l'abdomen brun, d'où son nom, Bombyx brun. Pas très original. L'éclosion des chenilles a lieu fin août, début septembre. Et là, c'est comme le cycle du pain, c'est-à-dire que les chenilles commencent à tisser un prénit pour passer l'hiver, donc en automne. Elles s'alimentent, mais ça reste assez... Enfin, ça n'impacte pas forcément les végétaux à ce moment-là, mais plutôt au printemps, quand les jeunes pousses sortent. Et là, elles s'en donnent à cœur joie. Donc mars-avril, sortie du nid, et là, ça mange tout. Et en juin, la nymphose, pour finir le cycle, et recommencer avec le papillon. C'est une chenille qui est originaire d'Europe aussi, hein, donc on n'est pas sur des espèces exotiques. Alors, le Bombyx cubrun a la particularité de se développer sur n'importe quelle espèce végétale. Et en général, on les trouve sur des haies qui ceinturent les parcelles agricoles. Et elles ont, en général, le Bombyx a plus d'impact sur les animaux d'élevage que sur les humains finalement. Et comme ils se plaignent pas trop, eh ben, ça porte moins incidence en tout cas. Donc voilà, une petite photo de... Alors à l'écran ça rend pas très bien, je m'excuse, hein, mais d'une haie avec multiples nids qui se développent au fur et à mesure. Voilà, on n'a pas de... c'est plus difficile en fait d'avoir des recensements de Bombyx puisque justement c'est un peu plus disséminé dans les parcelles agricoles que les pins ou que les chênes, où là on a vraiment un impact urbain puisque quand les villes sont installées comme chez vous dans une chaînée, ben forcément on a tout de suite les retours au téléphone. Est-ce que je te laisse la parole maintenant? Pour maintenir suspense, je vais revenir sur la carte après coup. C'est juste, en fait, je voulais juste aborder, signaler que par rapport aux différentes thématiques sur lesquelles on travaille à Santé Environnement, tout ce qui est problématique de chenilles urticantes, c'est quelque chose de relativement récent pour nous. Parce qu'en fait, les tout premiers signalements, ils remontent à 2011, donc sur la commune des Trépanies, dans le département de l'Eure, où c'était un médecin généraliste qui nous avait alerté d'une recrudescence d'affections cutanées auprès de sa patientèle. Donc il avait vu une douzaine de patients en quelques jours au cours du mois de mai. Il avait pu relier ça à l'exposition de poils urticants de chenilles concessionnaires. Donc comme c'était une première, on avait donc contacté la mairie des Trépanies, différents professionnels du milieu forestier ou des professionnels de sociétés de désinsectisation du secteur qui avaient bien confirmé la présence de chenilles donc, sur la commune et ses environs immédiats. Ce qui en retour nous avait permis d'alerter les communes dans un rayon de 20 ou 30 km pour les sensibiliser en fait, sur cette problématique-là. Et finalement, ça a été un peu un épiphénomène, parce que c'est le tableau qui vous regroupe tous les signaux qu'on a pu recevoir à l'ARS. Alors je pense que c'est même très certain, c'est vraiment qu'un tout petit bout de ce qui se passe dans la réalité. Et donc, vous voyez, donc on n'avait que ce signalement de 2011 sur la Trépanie, après 2012-2013, rien. Et après, ça a commencé à revenir en 2014, mais plus sur du Bombyx, notamment sur tout le littoral de Seine-Maritime, sur des espaces un peu de randonnée, de promenade. Donc on pouvait avoir des signalements de la part de particuliers ou de quelques mairies. Et après, ça a vraiment redémarré, donc, comme ce qu'évoquait tout à l'heure pour la commune de Cléon, à partir de 2017, où là c'est vraiment la processionnaire du chêne qui a commencé à refaire parler d'elle. Donc 2017-2018 avec quelques signaux, enfin majoritairement dans l'Eure et quelques ponctuels pour la Seine-Maritime, et ainsi de suite. Et c'est vraiment en 2020 que ça s'est vraiment généralisé, sur ce qu'on a pu voir nous, pour la Seine-Maritime. Et bon, l'année dernière, n'en parlons pas. Il y a eu pas mal d'articles de presse ou d'interventions dans les médias. Et donc voici cette petite carte donc, qui vous regroupe tous les signalements reçus, donc ARS, Frodon et certains correspondants forestiers donc, sur la période de 2007 à 2020. Elle n'a pas encore été actualisée pour la période de l'an dernier, mais autour de la métropole, on aurait beaucoup plus de verts que ce que l'on a actuellement. Et donc malheureusement, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, tous les départements normands sont donc de façon ou d'une autre impactés par une espèce de chenille urticante.
Alors, majoritairement, donc, pour ce qui nous concerne, nous, dans la Seine-Maritime et l'Eure, donc la concessionnaire du Chêne, quelques signaux de Bombix, mais encore une fois, qui restent restreints sur la façade maritime. Donc voilà, et on voit vraiment la migration qu'évoquait Déborah tout à l'heure. Sur les impacts, alors pour les arbres, donc on va voir ce qu'évoquait tout à l'heure M. Vattier, donc une défoliation qui peut être totale ou partielle, ce qui peut contribuer à affaiblir, ralentir le développement de l'arbre, voire jusqu'à sa mort. Et ça peut augmenter sa sensibilité à différents pathogènes. Et ce qui nous intéresse, nous, le plus, c'est sur l'aspect humain, parce qu'en fait, le problème est lié à une protéine, vous voyez le nom, qui se trouve dans, ça sera plus parlant, dans ces poils microscopiques. En fait, il y a un petit canal donc, qui renferme cette protéine, qui confère les propriétés urticantes du poil. Et comme on est dans une espèce de capsule avec ce canal, c'est pour ça ce qui explique en fait le poil peut conserver des propriétés urticantes plusieurs mois, voire plusieurs années après la disparition des chenilles. Et donc des atteintes qui peuvent être assez variées en fonction des zones qui vont être exposées, donc que ce soit la peau, les muqueuses, même l'œil, ou on verra par la suite sur l'appareil respiratoire ou digestif. Et comme je l'évoquais, donc ça peut conserver un caractère ou un pouvoir urticant une certaine période, bien après la disparition des chenilles, après leur transformation en papillons, d'où l'intérêt aussi d'éliminer les nids qui subsistent à la fin de la saison des chenilles, pour éviter une dispersion progressive au cours des coups de vent ou des chutes de nids qui se décrochent progressivement, qui pourraient être ramassés soit par des enfants ou consommés par des animaux domestiques. Et en particulier pour les chiens, ça peut être très problématique parce que les poils vont provoquer une nécrose de la langue, qui va nécessiter une amputation de la partie de la langue nécrosée. Et si cette amputation est trop importante, ça revient derrière à euthanasier l'animal parce qu'il ne peut plus s'alimenter en eau. Il ne peut plus faire l'espèce de coude qu'il fait avec sa langue pour aller consommer de l'eau. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a pas mal de signalements de particuliers qui évoquent une atteinte sur nos animaux domestiques. Alors, sur les symptômes, donc on a majoritairement, vous voyez sur ce petit diagramme, des impacts qui sont occasionnés par la processionnaire du pin et du chêne. Et sur les symptômes, on a sur la partie de la peau, donc ça va être de l'urticaire, de l'érythème, des plaques, du purite. Au niveau oculaire, donc on peut avoir une conjonctivite, une kératite, donc c'est-à-dire une inflammation de la cornée, qui est la paroi de l'œil. Des œdèmes des paupières. Alors pour la kératite, je peux vous confirmer, c'est assez douloureux. J'en ai fait les frais fin avril, sur un vieux nid pourtant de l'année dernière. Et on peut aussi avoir des manifestations un petit peu plus diffuses, ou un peu moins fréquentes, on va dire. Donc sur l'appareil digestif ou oral en cas d'ingestion accidentelle de poils, avec des manifestations de vomissement, de dysphagie, donc c'est-à-dire de troubles à la déglutition, une sensation de gêne quand on veut avaler. Une atteinte sur l'appareil respiratoire, donc quand on va inhaler ces poils microscopiques, donc avec phénomène de toux ou des réactions asthmatiformes pour les plus sévères. Après, ça rejoint ce que tu évoquais tout à l'heure, Déborah, donc sur les périodes de manifestation des symptômes, donc ça va être à partir du moment où les chenilles vont atteindre cette phase d'urtication. Donc pour la période de l'automne, pour la processionnaire du pin, et de la période de mi-mai à mi-juillet, même si là, par exemple, on avait pu le voir l'an dernier que les signalements sont arrivés un petit peu plus tardivement que ce qu'on avait l'habitude d'avoir. On a eu un décalage d'une quinzaine de jours, avec des premiers signaux qui nous arrivaient en ARS vers début juin, alors que d'habitude, vers le 15-20 juin, on commençait à avoir des signaux. Alors est-ce que le petit coup de gel qu'on avait eu en avril 2020 a pu retarder l'éclosion des nids ou gêner leur développement au tout début de la saison? Donc on espérait être un petit peu plus tranquille, et finalement l'an dernier a battu tous les records par rapport aux années précédentes. Alors, sur les moyens de lutte, pourquoi lutter, donc, il y avait eu une étude de l'ANSES en 2020, donc, sur des études de toxicovigilance, qui est venue conforter l'enjeu sanitaire que présentent ces chenilles processionnaires, au gré notamment des différentes remontées que pouvaient faire les ARS, au gré des signalements qu'elles pouvaient recevoir chaque année. Et donc l'ANSES a bien identifié en fait 4 chenilles qui sont une source de problèmes.
Donc la procédure du pin, du chêne, Bombyx cubrun et la Lithausie quadrille. Alors malheureusement, pour la Normandie, on a le tiercé quasiment dans l'ordre. Pas de signalement de Lithausie pour le moment. Je crois que c'est plus sur la façade atlantique qu'elle est présente. Là, il y a aussi des pullulations assez spectaculaires de ce que j'ai pu voir. Et donc, problème évidemment, de santé publique dans les zones, on a identifié la présence de ces chenilles, mais ça peut aussi impacter à terme des zones qui sont pour le moment indemnes, mais au gré de la migration de la chenille, on peut se retrouver avec des développements qui peuvent arriver dans les années qui viennent. Et donc, pour la Normandie, c'est exactement le cas, avec vraiment un enjeu marqué, puisqu'à peu près 10% des signalements de chenilles sont associés à des atteintes sanitaires, donc soit consultation auprès d'un médecin généraliste, le pharmacien, ou voire même des passages aux urgences pour les cas les plus extrêmes. Alors, sur le cadre réglementaire, on était globalement assez démunis ces dernières années. En fait, dans la continuité de cette étude de l'ANSES, en fait, ça a permis, par un décret du mois d'avril, d'intégrer les processionnaires du pin et du chêne dans la liste des espèces donc, dans la prolifération et qualifiée de nuisible pour la santé humaine. Ce qui donc, va nous permettre de prendre des arrêtés préfectoraux donc, qui vont permettre de déterminer les modalités, tout ce qui est mesures pour assurer la prévention de l'apparition de ces espèces quand c'est possible, et de lutter après quand elles sont déjà présentes pour essayer de ralentir leur prolifération. Donc ce sont des arrêtés donc, qui vont nécessiter un passage auprès du CODERST en préfecture avec une consultation du partenaire, donc très certainement l'Union des maires ou d'autres partenaires de services de l'État quand ça sera finalisé. Et donc pour remettre en fait sur le contexte, en fait on reste des obligations de lutte donc, qui incombent aux maires des communes quand c'est sur le domaine public, alors soit le maire ou le gestionnaire de l'espace naturel. Et sur les terrains privés, bah évidemment, ça reste aux propriétaires de ces terrains de lutter contre les chenilles ou d'autres espèces, par exemple les guêpes ou ce genre de choses. Mais au moins, les futurs arrêtés préfectoraux permettront de rendre vraiment obligatoire cette lutte contre les processionnaires du pin et du chêne avec un plan de gestion qui sera défini. Ça sera un gros plus. Donc sur les acteurs, donc on reste encore une fois en première intention. Donc le maire de la commune donc, qui a différents leviers d'action. Le plus extrême étant une action coercitive avec une mise en demeure suivie d'un PV si jamais la mise en demeure n'était pas suivie ou respectée dans le délai qui avait été fixé. Il peut aussi avoir un rôle d'intervention, de médiation auprès du propriétaire du terrain qui est colonisé. Ça peut aller jusqu'à la prise d'arrêtés municipaux qui visent à demander la suppression des nids de chenilles ou du moins de la gêne pour la population générale. Et puis ça peut être aussi une intervention en cas d'une lutte collective qui se ferait à l'échelle du territoire de sa commune. Et sur les autres partenaires, donc on a évidemment les propriétaires des terrains concernés. On peut avoir l'ADRAF ou le site de l'Observatoire national des chenilles qui vise en fait à collecter l'information sur l'état de présence des chenilles sur le territoire. Vous pouvez avoir les centres anti-poison et les ARS pour tout ce qui va être remonté de signaux sanitaires, où là vraiment il y a un impact identifié avec consultation de médecins généralistes, la consommation de certains médicaments ou produits de santé auprès des pharmaciens, des passages aux urgences. Et puis évidemment la Fredon Normandie pour un appui technique et une gestion des signalements. Et donc sur les outils, moi je te laisse reprendre la main. Oui. Oui, donc on a... Pardon, j'étais perdue. On a, depuis l'année dernière déjà, opéré un recensement de tous les prestataires qui sont capables d'œuvrer pour vous aider à lutter. Donc sur la processionnaire du chêne, sur la processionnaire du pin. Et on a réussi à dresser une liste de tous ces prestataires-là. On leur a demandé sur quelles espèces ils étaient capables d'intervenir, avec quels moyens ils intervenaient, et sur quel territoire, sur quel département. Pour l'instant, on est resté à l'échelle des départements. Mais ça permet quand même d'avoir une liste de gens, ou en tout cas de dire, consultez notre site, et puis voilà, vous trouverez peut-être la solution parmi tous ces prestataires-là. On leur a organisé aussi des webinaires pour accentuer un petit peu leur connaissance, enfin, ou en tout cas développer leur professionnalisation par rapport aux espèces, parce que c'est mieux d'avoir quand même une base de connaissances de biologie des espèces pour pouvoir lutter avec les bons outils au bon moment,
Et c'est dans ce sens-là où voilà, on essaye de collaborer à leur formation pour avoir sur le terrain des professionnels à la hauteur. En parallèle, se développe l'Observatoire national des chenilles processionnaires, donc qui est, je fais un petit peu de pub pour Fredon France en même temps, une émanation de l'Observatoire des ambroisies, qui existe depuis 10 ans déjà en France, puisque l'ambroisie est une plante qui génère aussi des allergies. Et qui est très présente par exemple en Rhône-Alpes. Donc Fredon France était mobilisé déjà pour avoir un système de recensement, de moyens de lutte et d'outils pour accompagner les collectivités, les riverains dans la lutte contre l'ambroisie. Et donc aujourd'hui, il y a maintenant plusieurs branches de cet observatoire national, dont une qui est l'observatoire des chenilles processionnaires, avec justement ce recensement et cette mise à disposition d'outils. On y reviendra tout à l'heure. Donc en termes de moyens de lutte, pour la processionnaire du chêne, on a vu déjà, hein, merci. En ce qui concerne la lutte mécanique, donc d'extrusion des nids par brûlage ou par aspiration, on a l'enrichissement du retour d'expérience de M. Vattier qui peut nous dire que finalement le brûlage, c'est peut-être pas forcément la méthode extraordinaire. En tout cas, aspiration, merci pour vos photos, parce que vous les reconnaissez, hein, c'est chez vous. on a illustré le diaporama avec ce qu'on avait déjà. En ce qui concerne la lutte biologique, on a quand même la possibilité de l'installation des nichoirs à mésanges. On va quand même redire ce qui a été dit tout à l'heure. Hein. Les mésanges qui nourrissent en ce moment les petits, ou en tout cas qui viennent juste de finir, enfin à peu près. Hein. Et on est vraiment sur un aller-retour quand les mésanges nourrissent les petits. C'est vraiment le père, la mère sans arrêt. Donc il faut la source de nourriture très vite, très près. Et c'est un bon allié dans la lutte contre la processionnaire du chêne. On peut aussi citer, je ne l'ai pas mis, je ne sais pas pourquoi, les nichoirs, les gîtes à chauve-souris, donc là qui ont un impact sur les papillons. Et en dernier recours, quand on ne peut plus faire autrement, la lutte chimique avec la pulvérisation du produit insecticide. Donc là, ça passe forcément par un professionnel, puisqu'il ne s'agit pas d'envoyer tous les riverains avec leurs petits pulvés. Mais surtout, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le BT, il n'est pas du tout sélectif. C'est-à-dire qu'effectivement, vous arrivez à bout de vos chenilles, peut-être, mais vous arrivez à bout de tout ce qu'il y a aussi autour. Donc c'est vraiment une méthode à laquelle il faut avoir recours en dernier lieu. Un petit résumé donc des méthodes avec les périodes. Donc tout l'hiver, donc de novembre jusqu'à janvier, on installe les nichoirs à mésanges. S'ils sont déjà installés, on les nettoie. Comme le disait M. Vattier tout à l'heure, on les vide. Les mésanges, elles aiment bien rebâtir. Donc même si vous avez l'extérieur de la coque du nichoir, il faut qu'elles aient le loisir de pouvoir installer toutes leurs petites plumes, toutes leurs petites brindilles pour réussir à se sentir chez elles. Et pour ça, il faut que ce soit propre. Et ce n'est pas elles qui vont faire le ménage, c'est à nous de le faire avant pour favoriser leur installation. La période de traitement biologique, donc par pulvérisation du BT, on est sur une période avril-mai. Alors déjà c'est très court, et puis en termes de facteurs météo, il faut que tout corresponde. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait de vent, il ne faut pas que ça pleuve dans les heures qui suivent. Enfin voilà, il y a tout un tas de restrictions qui vont avec, qui en font forcément une méthode. Voilà, si on peut l'éviter, c'est quand même mieux. Après, on entre au mois de mai dans la lutte mécanique, dans la période de lutte mécanique. Donc là, aspiration, brûlage ou pas brûlage du coup. Et après piégeage, alors la méthode de piégeage, c'est pas forcément une méthode de lutte, c'était plutôt justement une méthode de surveillance des populations, c'est-à-dire qu'on met des pièges à phéromones, on capture des mâles, donc c'est la phéromone femelle hein, qui est dans les pièges. On capture des mâles et on se dit, bah tiens, là, ça y est, maintenant cette zone-là, elle est colonisée par les papillons de chenilles processionnaires. Donc c'était jusqu'alors en fait une méthode de surveillance des populations plus qu'une méthode de lutte, parce que clairement,
pour réussir à faire baisser les populations avec les pièges à phéromones, il faudrait inonder le territoire. Ça coûte très cher et le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut mettre financièrement dans cette méthode-là. Donc voilà, on vous a mis quand même ce qui ne fonctionne pas. Les chenillages forcément, puisque on imagine couper le bout des branches, mais ça fonctionne très bien sur la chenille du pin, puisque les nids se situent dans le bout des branches. Pour le chêne, vous avez vu que c'est pas la peine. Le piégeage des chenilles, oui, le piégeage des chenilles, parce que forcément les chenilles du chêne, elles descendent pas en procession pour s'enterrer, donc elles descendent pas le long du tronc. Vous pouvez mettre toutes les collerettes que vous voulez, vous capturerez jamais les chenilles comme ça. Et la méthode de confusion sexuelle avec le piégeage à phéromones, qui est plus une méthode de surveillance qu'une vraie méthode de lutte. En ce qui concerne la processionnaire du pin, alors on a cette méthode de pose d'éco-piège qui fait la différence entre guillemets par rapport au chêne, parce que c'est quand même une méthode qui est très efficace et qui permet de capturer bon nombre de chenilles avant qu'elles aient éclos et avant qu'elles fassent un nouveau cycle en papillon. Donc juste une petite photo, là, vous voyez la collerette est disposée le long du tronc du pin, en faisant bien attention qu'elle ne puisse pas se glisser entre la collerette et les infractuosités du tronc. Donc en général, les collerettes sont fournies avec un espèce de petit mastic qu'on applique pour justement garantir l'étanchéité. Au bout de ces collerettes, dans le milieu de cette collerette est fixé un petit tube qui permet que les chenilles descendent dans le sac. Bien sûr, vous aurez au préalable rempli ce sac de terre pour qu'elles tombent dans le sac, c'est l'impression qu'elles sont arrivées dans la terre et qu'elles s'enterrent et qu'elles commencent leur cycle en chrysalide. Donc c'est très efficace, ça a le mérite comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir attraper les chenilles sans qu'elles s'aperçoivent, sans qu'elles soient stressées, sans qu'elles libèrent leurs micro-poils. Par contre, si vous avez toute une pinède qui est contaminée par les nids, ça vous coûte très cher en éco-piège parce qu'au bout d'un moment, ça commence aussi à faire un coup. Et puis surtout, il faut passer régulièrement, vider les sacs, parce que s'il y a plein de nids dans le même arbre, forcément, ça va déborder. Hein. Donc voilà, il y a quand même quelques contraintes logistiques, on va dire, mais c'est une méthode qui reste très efficace. Les chenillages des nids, donc là on coupe le bout des branches. Vous avez la photo là avec les bouts des branches qui ont été coupés et puis les nids qui se situent en bout. Là pour l'intervenant, il faut un équipement, hein, le même que celui qu'on a vu tout à l'heure pour vos agents, parce que là les intervenants sont exposés clairement à la libération des micro-poils, et puis là ils manipulent les nids, donc forcément ça vole dans tous les sens, surtout s'il n'a pas plu depuis longtemps et qu'il fait sec comme ça. Comme tout à l'heure, méthode biologique, donc l'installation de nichoirs à mésanges. On n'est pas, alors là, c'est pas pendant l'élevage des jeunes, puisque vous l'aurez compris, c'est maintenant, et à cette période-là, les chenilles du pin, elles sont déjà enterrées dans le sol. Par contre, les mésanges, elles sont là toute l'année, et à l'automne, elles peuvent taper dans les petites chenilles qui sont déjà écloses, puisque les chenilles du pin ont la particularité de naître dès l'automne. Donc ça tape quand même dans la population et ça fait qu'elles ne vont pas continuer leur cycle. La pulvérisation du produit, c'est possible aussi hein, par un professionnel. Et encore une fois, on recourt à cette méthode-là seulement en dernier lieu puisqu'il n'y a pas de sélectivité du tout. En ce qui concerne le Bombix, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on trouve rarement le Bombix dans des endroits fréquentés par les hommes. Donc on est vraiment sur une lutte qui doit être liée à la problématique et à l'enjeu du territoire. Ça ne doit vraiment pas être systématique. En général, les nids sont situés dans des zones plutôt agricoles. Donc si vraiment vous voyez un impact sur les végétaux ou que vous craignez un impact sur les végétaux, là éventuellement peut-être développer des moyens de lutte. Mais là, pour le coup, on est sur du BT systématique. Donc, c'est de la pulvérisation d'insecticides et puis tout est réduit à néant. Donc, voilà. Beaucoup de précautions dans la lutte contre le Bombix. Les bonnes pratiques. On a encore volé des photos de Cléon. Hein.
La protection des intervenants, vous l'avez vu, on ne va pas forcément redétailler tout. Donc là, nous, on s'est équipé en léger avec les cotes. Pour les intervenants vraiment qui traitent les nids, qui sont exposés, parce que là, les chenilles se sentent attaquées, donc forcément, ça y va. C'est les lunettes, le masque, respiration, les gants, vous avez vu tout à l'heure avec le scotch, hein, il ne s'agit pas qu'il y ait le moindre faille dans votre protection parce que c'est cet endroit-là que les poils vont choisir pour rentrer, pour se ficher. On n'en a pas forcément trop parlé, mais peut-être que Monsieur Vattier va y revenir tout à l'heure par rapport au déshabillage. Là, on n'a pas forcément pris beaucoup de précautions quand on s'est déshabillé. Par contre, en vrai, il faut le faire. Voire même se doucher avant d'enlever toute la tenue de protection. Je vous laisse peut-être y revenir tout à l'heure, comme avec votre expérience. En termes de communication, voilà, par rapport aux accès, quand c'est possible et quand il s'agit d'organiser un traitement BT, là il faut fermer l'accès au public. Là c'est pas le cas. Donc communiquer pour sensibiliser la population, pour que la population se protège petit à petit. Il n'y a pas forcément non plus de moyens fabuleux. Et puis de toute façon, une fois que les gens sont victimes d'urticaire, on se gratte et puis on attend que ça passe, quoi. Enfin, il n'y a pas non plus de solution miracle pour les humains. Donc boitage, réunion d'information au fur et à mesure. Maintenant, voilà, dans les zones qui sont très colonisées comme ici, les gens ont appris aussi à reconnaître les symptômes, à savoir petit à petit s'en protéger. Et c'est comme ça que la communication se fait aussi. En termes de bons gestes par rapport au grand public, alors éviter les zones infestées évidemment quand c'est possible, ne pas toucher les chenilles bien sûr, s'approcher des nids, porter des vêtements couvrants quand vous devez avoir affaire dans les zones concernées. Attention à votre linge, pour le linge qui peut être étendu dehors, les micro-poils se fichent dedans. Éloigner les animaux de compagnie, c'est facile de dire à des adultes, enfin des humains, attention protégez-vous. C'est moins facile avec des chiens, ou en tout cas il faut prévoir le truc. Voilà, en ce qui concerne les bons gestes. Pour les modalités de signalement, l'idée c'est quand même de détecter tous les nids de chenilles, de signaler tous les nids de chenilles que vous détectez. Alors là, vous faites chauffer le téléphone à la Fredon, ou alors vous envoyez un mail à l'ARS. Ou comme je vous le disais tout à l'heure par rapport à la plateforme nationale de signalement, avec le dispositif Observatoire national, le fameux chenille-risque.info, comme le ambroisie-risque.info. Voilà, des sites où vous pouvez à la fois signaler et trouver aussi un tas d'informations en termes d'outils, en termes de cycles, en termes d'éléments de biologie. Voilà, c'est toujours intéressant de s'instruire sur ces espèces-là pour trouver les infos. Les fiches espèces qu'on avait élaborées en collaboration avec les services de l'ARS depuis déjà plusieurs années. Alors, celle du chêne est relativement récente, donc elle est encore relativement d'actualité. Celle du pin est déjà un peu vieillissante, donc on a quelques éléments qui doivent être mis à jour et on est en train de le faire. Néanmoins, vous pouvez les retrouver sur le site de l'ARS, sur le site de la Fredon, pour en apprendre toujours un petit peu plus. Là, je vous ai fait une capture d'écran justement de la page d'accueil de l'Observatoire des chenilles processionnaires, qui est, ma foi, assez bien fait avec plusieurs rubriques. Voilà, donc comment reconnaître les chenilles processionnaires, les risques pour la santé humaine, les outils, comment lutter contre les chenilles, comment les signaler. Voilà, c'est assez visuel, c'est assez facile de se repérer. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Quelques guides techniques aussi qui ont été faits et qui nous ont servi pour la fabrication du diaporama. Donc, par l'INRAE pour la chenille processionnaire du chêne, par l'INRA pour la chenille processionnaire du pin, et que vous pouvez retrouver, télécharger sur les sites qui sont cités là. Et maintenant, nous allons laisser la parole à Monsieur Vattier. Juste un dernier mot par rapport à notre collaboration avec la NBDD.
L'année dernière, on a réalisé 2 fiches de retour d'expérience où on a pu mettre en évidence tout ce qui avait pu être fait, testé, qui marche pas, pour vous aider à avancer plus vite vers les solutions efficaces. Donc sur Cléon avec la chenille du chêne et sur Gelouville pour la chenille du pin. Donc vous pouvez bien sûr retrouver ces fiches rétexte si vous n'en aviez pas eu connaissance. Celle de Cléon. Ah bah. Magnifique. Alors sur la chenille processionnaire, cette expérience, c'est à peu près, je n'ai pas toutes les années en date, quand on me demande combien de temps ça fait, je dis 3, en fait ça fait 6 ans, tout va trop vite, mais à peu près 4-5 ans. On est alerté par la population, le fait que quand ils se promènent dans les parcs ou dans les bois, que le monde revienne avec des boutons dans les bras, un gros problème de boutons, de piqûres, de démangeaisons. Donc on cherche un petit peu ce qui se passe autour, on se rend compte que en passant moi dans les bois, en tant que responsable du service environnement et passionné d'environnement, je suis un petit peu dans les bois et là je me rends compte qu'il y a des nids de chenilles, d'insectes qui sont énormes. Et certains sont au sol, et ces insectes me paraissent un petit peu bizarres, donc je prends vite quelques renseignements et là on me parle de la chenille processionnaire du chêne. Donc je demande, on a un marché nous sur les entretiens des parcelles boisées, donc je demande aux prestataires du marché ce qu'on peut faire. Là il y a de la chenille, quand il me dit ouais on connaît le problème, mais il me dit nous on est plus des bûcherons, moi intervenir sur les insectes c'est pas trop mon truc, mais tu vas voir il y a des pièges qui marchent très bien, il y a des collerettes avec des sacs, ça marche très bien. Et en cherchant un petit peu, je me dis, mince, comme on disait tout à l'heure, comme vous le disiez, pour ça on va se répéter sur quelques petites choses, mais en s'enseignant, on me dit que non, vu les nervures qu'il y a sur l'écorce du chêne, les chenilles passent derrière. On voit bien que c'est collerette plastique et ça peut trop facilement passer derrière. Alors je dis, mince, si mon prestataire commence à me dire des bêtises, comment je vais faire pour m'en sortir? Donc je continue à me renseigner un petit peu, et là, quelque chose que j'aime beaucoup, avec lequel je travaille depuis longtemps, c'est la communication avec les autres. Je travaille beaucoup avec la métropole quand il y a des réunions de travail. Donc j'appelle la commune de Saint-Aubin, les voisins, j'appelle l'usine Renault, donc David est là, et puis je demande est-ce qu'on se voit, pareil, dans une salle comme ça, est-ce qu'on peut se voir, parce qu'on a des problèmes de boutons où les gens se plaignent. Et aussi, assez vite, les collègues me disent bah, oui, j'ai aussi des problèmes avec des maladies ou quelque chose qui se développe en ce moment chez moi, et puis on vient voir ça. On avait notamment Renault sur cette même année, je parle de Renault parce que son territoire lui, est aussi grand que notre commune, et sur Cléon, mais il a mangé toute la moitié du village. Et puis donc Renault nous dit bah, on a le même problème, on doit avoir de la gale ou de la puce du carton que je ne connaissais pas. La puce du carton, il y a quelque chose où les gars sont remplis de boutons, et peut-être la gale, donc il va falloir tout désinfecter, on est en train de chercher. Et là, en cherchant, je dis parce que moi, je crois que c'est sur les chênes et sur l'usine Renault, cette année-là, ils avaient installé des tables, des grandes tables de pique-nique à l'ombre, sous des grands chênes. Et quand on est venu voir, on a levé les yeux, on a vu ces gros nids qui étaient juste au-dessus. Et les gars venaient manger en t-shirt toute la nuit. Et puis là, on s'est dit, ah, c'est peut-être qu'on touche quelque chose, là, on a peut-être trouvé le problème. Donc après, on fait appel à un autre prestataire. Et là, le prestataire nous propose au tout début, tout de suite, des pièges à phéromones. Mais là, on est en mois de juin, je crois, on est en plein été, tout le monde se plaint, ça se plaint tous les jours. En plein mois de juin, on pose des pièges à phéromones. Je dis, bon, bah, voilà, si c'est vous le spécialiste et la solution, on y va, on fait comme ça. Donc je vois avec la commune, tout ce gros problème. Donc ok, c'était pas prévu sur le budget, nous qui voté au printemps, parce qu'on est en plein mois de juin. Sur le devis, paf, nous tombe 17 000 €. Donc c'est une fortune, pas prévue, comment on va faire? Et là, vu le problème sur toute la commune, voilà, on arrive à trouver de l'argent, trouver cette solution, et on met en place ces pièges à phéromones. En même temps, on recherche, on est plein le mois de juin, juillet, tout le monde se plaint, les enfants les parents mettent les enfants à l'hôpital, on revient avec des photos en mairie, qu'il y a des gamins très très impactés, et puis des tout petits pour les calmer, de se démanger, c'est très compliqué. Donc la collectivité décide de fermer le bois, le parc ici. On met des rues balises partout, on ferme les barrières, on ferme certains aires de jeu, on ferme pas mal de choses. Le terrain d'entraînement, le troisième terrain où on a pu aller, où ils sont en train d'installer, celui-là a été fermé aussi. Donc là, le maire il me dit, moi, il ne faut pas qu'il y ait ça l'année prochaine, parce que ça ne le fait pas du tout, ça ne va pas du tout. Donc, vu de cette somme dépensée, les filets chef-formants, on a vu que les chenilles continuaient, elles, à se développer, les nids à grossir, à tomber au sol. Donc, on faisait que du ramassage quasiment de ces gros nids au sol. Et là, déjà, quand on ramassait les nids, au début, on mettait un peu juste des bottes, des gants, et on revenait infectés, nous aussi, de partout. Donc, c'était aussi pour les intervenants super compliqué.
Donc voilà, et donc la fin de saison passe, hein, ils sont en papillon, mode papillon. On voit que dans les pièges à phéromones, nos collègues, donc on disait Renault, la métropole, parce qu'ils sont propriétaires du parc des Boulins, qui est très grand, l'hippodrome, pardon, hein, un hippodrome, qui est très grand. Donc eux aussi, on dépensait de l'argent pour faire mettre ces pièges à phéromones, et on fait le bilan, on dit bah pas grand-chose dans les nids quand même, vu ce que ça nous a coûté, on a quand même pas grand-chose. Donc voilà, là on fait cette recherche, hein, printemps-hiver, parce qu'on dit bah toutes ces chenilles-là vont être là l'année prochaine. Et en cherchant un petit peu, je trouve, moi, ces aspirateurs, parce que j'entends parler du bacillus de Thuringe, là, du BT, donc cette bactérie qu'on va pulvériser dans les arbres. Là, j'apprends, comme on le disait tout à l'heure, qu'ils ne sont pas du tout sélectifs. Donc moi, tuer tous les autres insectes dedans, c'était, voilà, c'est pas une solution que je voulais proposer aux élus, hein, je le disais, moi, parce que certains élus m'ont dit, mais si tu ne trouves pas autre chose, l'été prochain, je balance ça dessus. Hein. Moi, il faut que ça cesse assez rapidement. Donc voilà, je suis un petit peu embêté, c'est un peu la course. Le brûlage, voilà, j'en entends parler, c'est une technique qui fonctionne. Hein. Je fais venir un ami, un prestataire, il essaye, je vois que ça fonctionne, il décroche le nid avec cette technique. Mais pour moi, voilà, ça reste tellement sensible, un peu délicat pour l'arbre, hein, un peu dangereux pour l'arbre, que moi, personnellement, je ne choisis pas celle-là. Donc je continue à faire des recherches et comme je disais au tout début, on avait ces fameux aspirateurs à dos, le petit, qu'on utilisait déjà pour l'unité centrale de production, parce qu'on a la production de repas pour les enfants qui est fait ici, une cantine où ils font à manger. Donc maintenant, tous les nettoyages sont voilà, sans eau, sont très, voilà, on a beaucoup de règles, dont l'aspiration, il ne faut pas dégager de poussière. On avait ce fameux aspirateur avec un filtre zéro particule, ou enfin, je n'ai pas les termes techniques, mais voilà, où ça dégageait aucune poussière. Donc j'ai demandé à mon collègue s'il pouvait me le prêter, j'ai acheté juste des sacs et puis j'allais essayer ça. Et donc quand j'ai essayé ça, moi, au sol, en direct, ça a été super efficace, tout de suite, ça a bien marché. J'ai commencé à prendre les premiers sacs, je dis bon bah voilà, sauf qu'il y a un petit aspirateur et j'avais des nids énormes, surtout sur la première année. Donc je passais tout mon temps à déboucher le tube parce que voilà, ça se bouchait tout le temps. Donc je continue mes recherches et là je tombe sur une société qui s'appelle Coserva, qui fabrique des gros aspirateurs pour les industries pharmaceutiques, ce genre de choses. Donc j'appelle le fournisseur, je lui demande si, voilà, moi je suis embêté pour des chenilles. Et lui, bah, pourquoi pas, on va regarder ensemble, parce qu'effectivement, 2 moteurs très puissants, le même système de filtration, aucun dégagement de poussière. Alors on essaie ça, donc il vient me voir et tout, ça l'intéresse qu'on ait besoin de ce matériel pour ce type de travail. Donc voilà, il nous fait une proposition, un prix, 5 000 € avec tous les accessoires, donc les tubes en rallonge, des sacs en plus et tout. Donc voilà ce que je présente moi au budget aux élus. Et puis bah, le problème, ils acceptent. Donc moi, je ne fais pas trop de malin parce que David, c'est intérêt que ça marche, sinon on change de commune hein, demain. Donc allez, on y va là-dessus. Donc j'étudiais un petit peu parce que ce qui n'était pas aussi facile à étudier, surtout sur la première année, c'est le temps de travail que j'allais faire parce qu'une nacelle, 80 € la journée, mais sur la première année, ça a été très long. Donc elle dit, allez, on y va. Je ne sais pas si vous avez pu voir sur des photos où ça aspire un petit peu. La personne qui est en bleu, c'était moi, comme je vous le disais, avant d'envoyer les gars au boulot dans ce combat là, un peu qui démange pas mal. Je voulais leur montrer que voilà, c'était faisable, on prenait les combinaisons. Je n'avais pas les meilleurs au début, donc j'étais un des premiers à bien me gratouiller, à apprendre certaines techniques. Mais voilà, on a des premiers nids qui font 1 mètre de long, et qui font voilà, cette chose-là. On commence donc là en 2019. Parce que donc 2018, on se rend compte, on fait venir un prestataire, ça ne marche pas. 2019, notre premier gros aspirateur. Donc on est, je crois, à 380 kilos de chenilles, le poids de petites chenilles, mais quantité énorme, parce que, pardon, j'ai été un petit peu vite, c'est qu'au début, d'accord, je les aspire, mais qu'est-ce que tu fais de tes chenilles après? Tu fais que tu les as aspirées. Donc je suis allé voir au Smedar, comme je vous le disais au tout début, le Smedar, il m'a dit, moi, on veut bien te les prendre. Ils partent en incinération. Mais par contre, tu ne me mets pas ça dans la fosse, tu ne me ramènes pas ça en camion. Donc on ramenait ça dans des poubelles, dans des conteneurs hein, à roues. Donc la première année, il y en avait quelques-unes. Et ces animaux morts, c'est très très lourd. Hein, ces paniers, c'était super lourd. Donc voilà, on ramène ça en incinération, mais ils ont joué le jeu. Parce que voilà, qu'est-ce qu'on va en faire? Certains disaient, bah, vous les brûlez vous-même, faites un feu, vous allez brûler ça. Mais bon, on interdit un peu de brûler dans la commune. Si on va brûler les poêles, tout de suite, ça va s'ouvrir. Ils n'aiment pas trop ça. Dès qu'on les approche un petit peu, déjà avec une tondeuse, ça libère des poils. Alors si vous arrivez avec le chalumeau, voilà, imagine bien, on les stresse. Donc voilà, on arrive à 380 kg de chenilles sur la première année. Et là, on est 4 agents, on met 2 mois et demi à traiter.
On arrive aussi, il faisait une chaleur pas possible, pourtant de travailler le matin, mais dès 10 h du matin avec les combinaisons plastiques, le masque, c'était assez compliqué. Mais on arrivait un petit peu tard dans la saison où elles étaient déjà très urticantes. Donc ça, 2021, on fait la même opération, on commence déjà un petit peu plus tôt, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, en 2021, il a fait plus frais, un petit coup de froid au début mai, et moi je suis depuis même là fin avril, parce que j'essaye de surveiller un petit peu tous les jours. Je passe dehors, je m'arrête, un petit bois, et je connais bien les espaces sur Cléon, même très bien, donc je vois un petit peu où je peux aller surveiller. Et pas trop de chenilles, on se dit bon cette année on peut peut-être être tranquille, ça va peut-être le faire. Et puis là je m'aperçois, j'avance que ça se met à se développer très vite. Alors là, les élus m'avaient demandé de préparer une deuxième équipe, parce que comme je le disais, en fait cette équipe où on était avec la nacelle et le premier gros aspirateur, effectivement on était efficace sur les sites, comme ça, sites fermés. Par contre on avait assez souvent des appels d'habitants en mairie, et puis je disais, monsieur le maire ou les élus me disaient, David, là-bas c'est près de l'école Capucine, il faudrait que tu y ailles. Et moi je disais, qu'est-ce que je fais? Parce que je veux mettre, pas une demi-journée, mais presque, à me déplacer avec une nacelle comme ça, parce qu'elle est déposée ici en porte-char. Mais pour aller sur l'autre bout de la commune, ça se déplace très très lentement. J'ai dit, est-ce que je me déplace là-bas, mais après le temps de revenir, on perd beaucoup de temps ici. Donc je dis, tu te débrouilles, mais il faut que ça soit fait. Donc on faisait ici, et puis on allait là-bas après. Donc je leur ai dit, si vous voulez, l'année prochaine, il faut faire une deuxième équipe, une équipe mobile. Et donc, ça avait été prévu au budget 2021. Et au début, je dis, mince, on a fait acheter ça, il n'y a pas grand-chose cette année, il n'y a pas grand-chose. Mais si, ils sont arrivés, comme je disais tout à l'heure, ils sont arrivés sur fin mai, là, début juin, et toujours une quantité aussi importante que l'année d'avant. Les nids, effectivement, un peu moins gros, de 380 kg, on est passé à 250 kg. Mais quand même, j'en avais quand même beaucoup sur les arbres. Et ce qui commençait aussi à m'inquiéter, c'est que certains gros sujets, certains beaux sujets de chêne commençaient aussi à être déjà défeuillus. Toutes les chenilles bouffaient les feuilles sur le mois de mai de juin, et certains arbres commençaient à présenter des branches mortes assez vite. Donc voilà, on regarde aussi, on calcule aussi qu'il coûte quand même moins cher, vu l'investissement et la quantité d'arbres qu'on peut faire, il coûte quand même moins cher d'écheniller par arbre que de faire abattre un arbre. Parce que faire abattre des gros chênes comme ça, c'est déjà dommage de perdre ces arbres-là, mais malheureusement, c'est la nature qui fait les choses. Là, c'est pas l'effet que de l'homme, mais là, c'est les chenilles qui viennent les consommer, les manger. Mais en fait, c'était dans mes discours aussi, en disant dans certains packs, j'ai des gros chênes énormes. J'ai dit, si on ne fait rien, si on n'agit pas plus vite que ça, on va les perdre. Dans quelques années, on va perdre ces arbres-là. Donc, 2021, on commence un petit peu plus tôt. Le 15 juin, 15 ou 16 juin. Donc là, on attaque et on est un petit peu moins long aussi. Sur 2 semaines, sur 2 mois, pardon, mais 1 mois et demi. C'est déjà un peu mieux, on va dans la bonne direction. Donc on se dit, on se prépare pour 2022, pour cette année 2022. Donc là, comme je disais tout à l'heure, je fais plutôt appel aux collègues et au volontariat. Parce qu'effectivement, l'année d'avant, des fois, c'était un peu problématique. Certaines personnes ne voulaient pas le faire, donc se sentaient peut-être des fois obligées, et puis alors ils venaient quand même, et quand on vient au travail un peu à reculons, on n'est pas aussi efficace. Donc on en a parlé, on a fait un petit bilan d'année avec les directeurs puis les élus. On a dit ok, l'année prochaine on commence, on fait appel au volontariat, voir si ça fonctionne bien. Et sur les 35 personnes du service technique, une bonne dizaine, on doit être 12 ou 13. Donc pour moi, tant qu'il y en a quasiment la moitié, c'était déjà sympa de leur part. Je pense que c'est le boulot, on doit le faire. Mais là, quand on est dans ce type de travail, c'est difficile de les forcer à agir. Donc voilà, j'ai pu faire un planning que j'ai présenté aux élus en début d'année, avec en fait le fait de travailler une semaine complète, les 2 agents, on peut faire 2 jours par 2 jours. On équilibre un petit peu les choses. Le vendredi, on va plutôt entretenir le matériel et laisser les gars un petit peu respirer. Et puis en faisant ce genre d'étape, et puis en commençant là beaucoup plus tôt, parce que là aussi, toujours dehors à les surveiller. Et là, on a commencé le 19 mai à aspirer. Moi, après, mais j'ai pu en parler avec d'autres personnes. Elles étaient déjà présentes, étaient déjà urticantes sur d'autres coins de la Normandie, même de la métropole. Il y en avait d'autres qui me disaient, moi j'en ai déjà pas mal. Moi je surveille quasiment tous les jours, parce qu'il est tellement compliqué. À moi d'expérience, comme je fais aussi partie de l'équipe d'élagage de la commune, je grimpe un petit peu dans les chênes, et en fait, j'ai pas encore vu une seule ligne d'œuf, à part dans les catalogues sur les bouquins, mais essayer de couper de la branche, grimper le plus haut possible, essayer de couper de la branche pour chercher des œufs,
j'en vois aucun. Alors qu'ils sont là au mois d'avril, là au printemps, ils sont tous là, et puis un grand nombre. Mais alors pour les voir en hiver, pour savoir quelle population on va avoir d'expérience, moi j'ai eu pas mal de communes qui m'ont téléphoné pour savoir, ils ont entendu parler de l'aspiration. Donc j'avais la mutuelle sociale agricole de la région Lorraine qui m'avait téléphoné parce qu'ils avaient un gros problème pour les interventions des forestiers et savoir si j'avais déjà testé quelque chose pour identifier la population. Parce qu'eux parlaient de faire appel à un prestataire avec des drones pour voir un petit peu s'ils pouvaient s'approcher, regarder, parce qu'ils ont des gros problèmes avec les agents de l'ONF sur leur territoire et ça devenait un gros problème sanitaire pour les intervenants. Donc je dis que là, non, moi je ne peux pas, autant la façon de lutter de l'aspiration lui plaisait, mais c'est pas faisable dans une forêt, quoi, dans des bois, dans des forêts de plusieurs, peut-être une dizaine ou centaine d'hectares, c'est pas possible. Mais voilà, pour les repérer, en tout cas, je n'ai pas encore trouvé cette étape-là. Savoir à peu près la population qu'on va avoir, le nombre qu'on peut avoir dans l'année, à part guetter au printemps, et puis on commence à voir les têtes d'arbres vraiment au débourrement qui commencent déjà à être un peu consommées, parce qu'au début, quand ils naissent, ils sont tellement petites, toutes petites, gris clair, par des petits groupes qui se déplacent sur la cime de l'arbre, qui descendent, ils sont assez facilement cachés. C'est un peu délicat. Donc on a dit dès le premier coup d'œil, dès qu'on en voit un petit peu, et de toute façon, allez, on commence un mois plus tôt et on va voir. Donc cette année, on a commencé là, le 19 juin, donc on a pu voir l'équipe au sol est assez rapide parce qu'on a déjà, par les années d'aspiration, on a des nids plus petits. Voilà. Il y a toujours un peu de quantité, je pense qu'on va voir cette année, on fera le bilan, mais en quantité il y en a un peu moins, mais c'est en tout cas des plus petits nids, donc plus facile à aspirer, on est plus efficace, on peut aller plus vite. Le fait d'avoir une équipe mobile, ça c'est juste génial. Déjà, ils ont commencé le 19 avril et ils sont allés déjà un petit peu partout, tous nos sites, ce qui rassure les habitants, tous les sites où il y a des enfants, où il y a des jeux, où il y a ce genre de rassemblement, de les voir un peu partout, ça a été vraiment rassurant pour la population parce qu'ils nous connaissent, hein, on parlait tout à l'heure de la com, les photos de nos agents, nos gars, même sur le site Facebook de la commune, les panneaux qu'on mettait un petit peu partout. Donc quand ils nous voient, même avec ce type de combinaison, comme j'étais là, ils sont plus paniqués. Ils comprennent qu'on a cette combinaison parce que nous, on va les stresser un peu quand on va arriver tout près d'eux. Donc nous, on va les faire stresser. Donc les gens ont pris l'habitude de s'écarter un petit peu, de voir les rubalises, nos informations. Ça a aussi mis à peu près 3 ans pour rassurer la population. J'en ai toujours quelques-uns qui sont inquiets, qui m'appellent très tôt, mais en tout cas, cette technique, cette solution a été super efficace. On parlait tout à l'heure, vous demandez pour les buis, parce qu'on peut voir cette année, je pense aussi le fait qu'il y ait un hiver là encore plus doux que les autres. Là, cet hiver, nous ici, en tout cas, dans la boucle de Seine, il fait très doux. Donc quand il gèle un peu sur le plateau là-haut, nous on n'a rien. Donc cette année, s'il y a eu 2, 3, 4 journées de gel, -5, c'est voilà, tout ce qu'il y a eu. Donc on imagine 1 million de pontes, il y a 1 million de naissances. Voilà, tout le monde est arrivé en moment de combat. Donc le fait aussi de protéger tous nos autres insectes, cette biodiversité, parce qu'on a une variété qui est un petit peu enquiquinante. Je pense que ça m'a pris aussi beaucoup de temps, mais c'est très important de communiquer en disant, voilà, effectivement, la processionnaire du chêne, elle est là, elle est urticante. On va la travailler, on va faire ce qu'il faut pour réduire cette population, qu'on puisse y être tranquille. Mais par contre, n'ayez pas peur, faites pas trop de dégâts, tuez pas le restant. Parce qu'on informe sur la biodiversité, mais on ne sait pas comment après se mettre à l'écart, se mettre à l'abri, faire attention, tout ça. J'en profite pour l'expérience, comme vous disiez tout à l'heure, c'était pour les combinaisons. Très très important. Au début, j'ai commencé à le faire, je n'avais pas forcément le bon masque, pas forcément les bonnes tenues. Donc j'ai déjà aussi partagé une expérience que certains prestataires m'ont remercié de l'avoir filé. C'est que si un jour ça vous arrive de boutons de chenilles urticantes, c'est ce qui marche très bien. Alors je l'explique de ma façon, mais peut-être pas toujours la bonne, mais pour moi, comme je l'avais entendu, c'est comme c'est un venin, et pour moi, beaucoup des venins sont thermoréactifs. Je me suis déjà fait piquer par d'autres bêtes, hein, comme des vives ou d'autres trucs comme ça. Donc à chaque fois, on me soignait, on calmait cette douleur avec de la chaleur. Donc moi, tous les poils que j'ai sur les bras et au cou, c'est au sèche-cheveux. Vitesse forte, on ne brûle pas la peau, mais on la porte et déjà ça adoucit assez vite.
Et moi, sur mes premières piqûres de chenilles que j'ai eues sur les premières années, où les bras infectés, puis qui duraient quasiment une petite semaine, là, dès le lendemain matin, j'avais plus rien. Et certains prestataires me disaient « Merci David, tu as sauvé un peu mon cou, ma nuit, un truc et tout », parce que déjà, vous liégez un petit peu, ça dit quelques minutes, mais mettre de la chaleur sur l'élément très, 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 très piquant, bah, le lendemain, en fait, ça se dissout, hein, il est thermoréactif, donc il se dissout dans le sang, je pense. Hein. Et après, voilà, j'avais même plus de boutons, plus de plaques, alors que certains collègues qui étaient allés en pharmacie, parce que comme ils l'avaient acheté, ils mettent la crème et puis antihistaminique et tout ça, le lendemain, il était encore toujours plein de plaques et de boutons, et puis... moi, j'étais revenu avec ma solution. Après, j'aurais tout fait assez super sèche-cheveux. C'est leur femme qui n'était pas contente parce que le matin, sèche pas les cheveux, sans se sécher les bras avec. Donc, voilà, ça pour première info, si vous êtes piqué, hein, essayez ça, ça marche bien. Mais pour enlever les tenues, donc pour les techniciens, donc c'est super important d'avoir une tenue. Alors même celle qu'on avait ramenée là, parce que les agents ont les tenues plastiques là, comme des tenues de pluie. Alors, c'est pas mal hein, pour l'instant parce qu'il fait encore assez frais. Mais ça, voilà, ça normalement, on va avoir fini d'ici 3 semaines. Mais nous, on a eu l'expérience de commencer un petit peu tard. Pour ceux qui commencent un peu tard, ça, mi-juin, 20 juin, l'après-midi, pour le régime, c'est bien. On fond là-dessous. Enfin, pour survivre, c'est pas génial. Ça, plus le masque et scotché. Quand on est dans un bâtiment à l'ombre, ça va, mais dehors, c'est une tuerie. Donc, après, c'est les combinaisons de Tyvek comme ça, plastique. Il faut qu'il y ait sur plastique hein, pour pas se rincer, je vais vous expliquer, mais ces combinaisons-là, papier, le masque très important, le masque respiratoire avec sa cartouche, les gants scotchés et puis au niveau des pieds. Et c'est important, soit que vous êtes sur un site qui vous appartient comme nous quand on fait le complexe sportif, donc on peut sortir un tuyau d'eau avec une paire de douche. Ou alors pour les équipes qui sont mobiles, on a investi, on a un petit bidon de 30 litres, on a une petite douche autonome, hein, voilà, ça fait une petite pompe, petite batterie électrique, ça vaut 50 €. Donc ce petit truc-là, je dis 50 €, c'est une somme, mais par rapport à la protection, c'est pas mal parce qu'il faut vraiment, avant d'enlever le masque, avant d'enlever quoi que ce soit, il faut se rincer complètement, il faut vraiment être trempé, il ne faut vraiment pas hésiter le plus longtemps possible. Parce que même si vous enlevez vos gants, vous ne l'avez pas séché avant, vous avez forcément des poils sur vous, vous ne verrez pas. Et là, dès qu'on enlève un gant, un truc, c'est marrant. On l'emmène partout, on le casse, on s'en met partout. C'est vraiment très très important de se rincer complètement. Et une fois qu'on est trempé, on peut enlever sa combinaison. Après, il faut aussi la combinaison des agents et des masques. On les désinfecte, on met ça dans un désinfectant parce que c'est des produits qui vont tuer, c'est les venins. Donc on laisse tremper une demi-heure dans une bassine avec le produit désinfectant. Après une demi-heure dans l'eau douce pour rincer. Et après on les crache. Chaque agent, voilà, parce que même les masques coûtent très cher. Donc là aussi c'était difficile à apporter à tous mes collègues. J'ai dû faire appel à un spécialiste, à un pompier spécialiste pour informer mes agents parce qu'on était en plus en période de Covid. Donc porter un masque que vous rincez mais que vous donnez à un autre, là j'ai eu des gros problèmes. Beaucoup qui me disent mais tu rigoles pas, déjà tu touches pas le poignet ou rien, on se met le bouchon comme ça. Ah c'est quand je vais mettre le masque à l'autre, là c'était très très compliqué. Donc mais je pouvais pas acheter un masque, ça coûte cher, je pouvais pas acheter un masque par agent. Donc je l'avais appris aussi, hein, je connaissais les EPI, équipement de protection individuelle, mais l'EPC, équipement de protection commun ou collectif, je ne le connaissais pas. Et donc ce pompier m'explique, je dis mais s'il te plaît viens leur dire, parce que moi à un moment, toi vas-y avec tes bêtises. Mais comme il est entièrement en caoutchouc, même le réglage est en caoutchouc, il n'y a pas du tout de ferraille, rien, tout en caoutchouc. Bah, lui pareil, il est rincé dans un produit désinfectant, après nettoyer, rincer, puis après repasser. Mais c'était très long, donc c'est pour ça que pour moi cette façon de faire on me dit que les mésanges il en manque, il faut les amener, j'ai fait appel à la LPO. J'ai eu des super conseils, ça marchait tout de suite et voilà, on apprend, on me dit mince, moi ça fait 2-3 ans que je mets des nids mais je les ai pas vidés. Voilà, j'ai appris aussi plein de choses et que les gens, c'est juste passionnant d'aller dans nos forêts, dans les espaces dans lesquels on travaille et tout avec des spécialistes. On apprend beaucoup de choses et eux m'ont dit pour les oiseaux pour faire cette technique-là. J'ai eu avec l'Afrodon, la métropole, on a échangé sur ces chenilles, savoir comment ils se déplaçaient, comment elles vivaient et à quel moment intervenir. Et puis donc le pompier par rapport aux tenues, qui était super important parce que maintenant il y avait aussi ce qui est normal, hein, il faut tout le monde, moi j'avais le CHSCT sur le dos, tout le monde en disant mais tu annonces des choses, mais voilà, sans connaître cette année là 2022, je me suis muni un petit peu de tout le monde.
j'ai commencé, après avoir fait appel au volontariat, avoir préparé un planning, j'ai fait appel à ce pompier qui est venu, qui a fait une demi-journée d'explication avec eux. Et là, cette année, c'était juste... voilà. Tous les agents sont plus motivés, sont plus partants, se sentent plus à l'aise pour travailler, puis combattre un petit peu ce fléau. Combattre un peu ce fléau, c'est toujours c'est avec des animaux, c'est avec du vivant, mais voilà, on a besoin de rééquilibrer un petit peu nos parcelles boisées, et puis après aussi de les gérer différemment. Maintenant, on va commencer à éclaircir un petit peu par endroit, on va replanter un petit peu d'arbustes, voilà, on met des nids à mésanges artificiels qu'on a fabriqués, mais c'est aussi bien aussi que la nature fasse les choses elle-même. Et puis cette année, il me reste à travailler sur justement ces petites caches à chauve-souris, parce que maintenant il faut que j'apprenne sur la chauve-souris pour savoir, parce qu'on me dit non, c'est pas des nids, c'est des places, c'est par endroit, donc voilà, il existe des choses, parce qu'on voudrait aussi faire par nous-mêmes mais avec les enfants, parce que pour la communication, de faire des journées à thème, des genres de petites choses, et c'est juste génial. J'ai appris à connaître la population cléonaise vraiment grâce à ça, hein, parce que avant on travaillait sur nos bureaux, sur nos sites, voilà, entre nous, on ne les voyait pas beaucoup, et puis le fait que les habitants soient très curieux, voire embêtés, certains un peu agressifs à l'accueil de la mairie, en disant bah, passez-moi aller tout de suite au téléphone, donne-moi leur numéro, puis je vais aller les rejoindre, mais en fait d'avoir pris le contact avec les habitants. C'est effectivement un petit peu plus long, mais c'est juste la meilleure solution. C'est juste ce qu'il faut, parce que j'ai des personnes très très remontées, ça peut se comprendre. Hein. Mon enfant dans un état, je me dis au début, bah non, bah, ferme ta fenêtre, et puis voilà, c'est en bagarre, ça va pouvoir se passer très bien. Donc le fait de dire, bah, attendez, David il va venir sur place, on va voir, on regarde ensemble. Et puis comme vous le disiez, après c'est déjà des conseils. Hein. Effectivement, certains, je l'entends hein, tout de suite, bah, moi le chêne, sinon, je vais juste le couper, puis je vais l'enlever. Donc après de venir, de proposer certaines techniques, et puis après on a besoin, j'espère, comme ça le fait quoi pour asiatique, on va avoir de l'aide des départements, de ce genre de choses et tout, pour pouvoir ensemble partager. Je vois sur le frelon, les prestataires y vont assez facilement entre guillemets, parce qu'au final il reste 30 € je crois aux propriétaires à payer, si on pouvait arriver avec ce genre de choses pour la concessionnaire. Parce que je suis assez mal à l'aise quand je fais le discours, je me l'oblige quand même beaucoup de monde, parce que c'est vraiment un problème de territoire. Hein. Moi je combats ici, mais j'en parlais avec David qui a dû partir de l'usine Renault, et j'ai un petit quartier sur Cléon. Là j'ai pris une petite carte comme ça, je vais essayer comme ça de loin, mais voilà, là c'est Cléon, enfin Cléon c'est tout ça, mais ça c'est Renault en bleu. Donc voilà, toute la place qu'il prend. Et donc, et ça c'est aussi des bois qui appartiennent à Renault, voilà, tous les bois qui sont autour leur appartiennent. Et moi ici, les quartiers qui sont ici, bah, tous les ans quand cette année, j'ai des nids toujours très importants, parce que leur bois ici, il n'est pas traité. Donc moi, tous ces papillons, là, ils viennent pondre là à l'été, et puis j'ai toujours, là j'ai des chênes qui sont en train de sacrément s'abîmer, donc mais je sais que ça coûte très cher, hein, la possession, pour eux, c'est même dans leur bois, on ne va pas y aller avec des aspirateurs, hein, ça va leur coûter beaucoup trop cher, mais de commencer déjà depuis des années à installer des nids de mésanges, à voir avec les chauves-souris, à voir peut-être des pièges à phéromones, parce que je pense que l'ensemble est important. Le piège à phéromones, comme je le disais, il n'a pas fonctionné nous il y a 3 ans, parce qu'on avait déjà une surpopulation de papillons, donc il a eu besoin d'être attiré par les phéromones de l'autre, ils étaient déjà tous les uns collés aux autres. Mais le fait qu'on ait réduit la population, est-ce que maintenant ça, cette technique-là peut fonctionner aussi? Et je pense qu'il est important de les mettre tous, et de faire un bilan chaque année. Mais voilà, j'ai des zones comme ça, mais c'est pour ça que j'ai besoin de parler à tous les différents propriétaires autour en disant essayez de faire quelque chose. J'ai des propriétaires privés qui ont des surfaces de terrain assez grandes avec beaucoup de chênes. Et ils disent bah non, moi j'ai pas les moyens de faire un truc comme ça, j'ai pas. Donc voilà, on essaye au mieux avec les solutions comme ça, et puis de demander à un prestataire de l'aider, et puis bah, au moins les plus gros nids pour essayer de réduire assez vite la population. Mais ouais, je pense qu'il est important de le communiquer, parce que c'est un problème qui, je pense, est fait pour durer. Comme vous disiez tout à l'heure, moi au début on me parlait de période cyclique, 2-3 ans, puis tu vois, après ça va repartir. Bah, on n'a pas le temps de voir si ça part. Moi ils sont là, comme je disais, ils sont là en plein été, quand il fait beau, dans les parcelles boisées. Nous on est que ça, donc on ne peut pas se permettre d'attendre. Donc nous il faut des solutions tous les ans, être prêt tous les ans. Et voilà pour ce retour d'expérience.